Chef Documentary France. Vous observerez les exemples les plus distingués de la cuisine française, ceux qui donnent au monde la science de la gastronomie. Ses pratiques généreuses et sophistiquées, et l'harmonie de produits rares et délicats métamorphosés entre les mains des chefs les plus talentueux. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les cuisines de chez Bruno. Maître incontesté de la truffe. Lui et son équipe vont nous y délivrer le secret de leur succès. Alors ici donc, là ici on est en plein cœur de la cuisine. Faut compter à peu près 90 couverts à midi pour le service de midi. On est en pleine fête de Noël, c'est l'initiation bien sûr. Il y a bien sûr les entrées, les plats qui partent en même temps. Ici vous avez Nicolas, mon second là-bas, qui est au pass. Ici vous avez Jordan Tozello qui s'occupe des cuissons. Ici chacun son poste, avec Kevin et Julie là qui font les viandes. Ici tout le monde a son poste. Moi je viens pour vérifier que tout se passe bien sûr. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Le rôle du chef c'est d'anticiper. Il faut toujours anticiper. Kevin, tu me fais un petit champignon au vert pour un amuse-bouche s'il te plaît. Voilà. Alors on fait toujours propre. Oui, chef. Les plats partent, ça va être une symphonie dans l'assiette et autant dans l'organisation du cuisine. C'est très important. Pas besoin de s'il vous plaît, 3 dégustations, 3 truffes au four à suivre, 2 roses saignants et une poularde. Ouais. De brouillade, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est là où ça part tout le service. C'est-à-dire que les entrées arrivent par ici, après on passe aux pommes de terre et après on montera sur le plat principal au-dessus. Donc ici c'est vraiment méthodique, c'est vraiment millimétré, c'est à chaque minute compte, le bon quand il arrive jusqu'au moment où... Voilà, il a 3. Voilà, chacun son rôle. Suivre sans lactose, s'il vous plaît. En direct de l'iPad. Il y a 3 moments. Qui viennent un peu partout, chez les formations de première fois, on regarde si ça De Saint-Jacques 114, de Saint-Jacques à 7.
aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la truffe. La truffe qui a multiples facettes et bien sûr multiples variétés. Cette truffe-là que vous avez en face de vous est une truffe noire Melanosporum. Je dirais une des plus charismatiques de la Provence, une truffe que l'on va appeler aussi le diamant noir. Alors son nom est porté parce qu'elle a cette chair assez foncée à l'extérieur et souvent à l'intérieur très noire. Donc cette truffe, on va la reconnaître avec son péridium qui est assez lisse, hein, sa partie extérieure qui est assez lisse et légèrement un petit peu marron. Avec bien sûr à l'intérieur, on retrouvera le gléba, donc la partie intérieure qui est très noire, très foncée. On le voit sur celle-ci, avec des veinures blanches. Alors ça, à l'intérieur, on l'appelle ça le gléba. Cette truffe va être mûre du mois de fin novembre jusqu'à mars, au mois de mars. Alors elle aura une saisonnalité assez courte, hein, je dirais décembre, janvier, février, mars, 4 mois. Sur ces 4 mois, il y aura de la maturité qui s'avancera bien sûr. Ici, aujourd'hui, on est en fin décembre, donc mi-décembre, donc du coup on a une truffe qui est assez avancée, mais qui n'est pas encore explosive au niveau des arômes. Elle commence à devenir mûre, donc c'est le démarrage des mélanosporums. Elle se retrouvera dans les terroirs argileux et calcaires, bien sûr, entre 350 mètres d'altitude jusqu'à 800 mètres d'altitude, pour son altitude bien sûr préférée. Il est bien évident que la truffe aussi peut de temps en temps nous surprendre, pousser un peu plus bas ou un peu plus haut. Mais je dirais qu'en général, c'est des altitudes qu'elle préférera. Alors, on va parler de la truffe Uncinatum. Regardez ici. Truffe Uncinatum, qui est une truffe qu'on retrouvera en Bourgogne, qui a la caractéristique d'avoir une chair un petit peu marron, donc avec des veinures blanches. Alors on appelle ça à l'intérieur le gléba et la partie extérieure le péridium. Donc la partie extérieure c'est le péridium. Cette truffe est caractéristique bien sûr de la Bourgogne ainsi que du nord de l'Italie aussi. Cette truffe là pousse de septembre, enfin est mûre de septembre à décembre. Elle a une saisonnalité automnale et s'accompagne avec les saisons automnales. Alors cette truffe aime bien les champignons d'automne, elle aimera aussi bien sûr les légumes d'automne et bien sûr les œufs, les pâtes, comme toutes les autres variétés de truffes. Mais cette truffe-là, je dirais qu'elle est une truffe en mi-saison et qui est une truffe qu'on va retrouver bien sûr alors, en Bourgogne, dans le bas du Mâconnais ou alors dans le nord de l'Italie. Alors, on aimera entre 150 mètres d'altitude jusqu'à à peu près 400 mètres d'altitude, ce seront ses terroirs favoris et sa particularité et son goût léger de champignons. Elle est agréable mais pas très puissante. Alors, on va parler de la fameuse Diva Piemontaise, qui est une truffe qui fait tourner la tête de tous les consommateurs de truffes et tous les amoureux de truffes. Cette truffe-là est, je dirais, incontournable. C'est une truffe qui a une élégance, un raffinement et que l'on va pouvoir marier à plusieurs façons. Je vais vous la présenter, c'est la truffe blanche du Piémont. Cette truffe-là est une vraie truffe à part entière. Elle aura déjà premièrement une chair qui est différente des autres, beaucoup plus claire, avec à l'intérieur un gléba très clair et très léger. On aura une truffe blanche à maturité à partir du mois de septembre. De septembre à décembre sera je dirais, sa saison préférée. Et cette truffe-là va être très difficile à retrouver car il n'y a pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut la trouver. Essentiellement, je dirais, d'Italie bien sûr, le Piémont, berceau de la truffe blanche, et ainsi que la Croatie aussi. Cette truffe est une truffe qu'il va falloir vraiment marier avec délicatesse sur des viandes accrues, par exemple le veau marche très bien, sur les œufs, les pâtes ou d'autres préparations mais qui sont très simples parce qu'elle a besoin d'élégance et de raffinement et avec la simplicité ça se marie très bien. Alors on va commencer par la pomme de terre, la grande spécialité de la maison Bruno qui est une recette incontournable et je dirais que je tiens de mon papa. Donc on va prendre un peu de beurre, donc on va prendre la moitié d'une plaquette et on va la faire fondre afin d'avoir un beurre clarifié. Alors voilà, le beurre est fondu. On va donc le mettre ici dans les petites tasses afin que le beurre se clarifie.
Donc le beurre il va se clarifier. Comment? On va enlever les deux parties. Et le dessus, c'est tout le lactose. On va enlever. Parce que cette partie-là, en fait, si vous faites chauffer à plus de 100 degrés, ça va colorer. Et nous, on ne veut pas de coloration. Maintenant, on va attaquer avec la pomme de terre. Donc, la pomme de terre, il va falloir bien sûr la tourner. Donc, on va la couper comme ceci. On va faire une assise sur le côté pour qu'elle puisse tenir dans l'assiette. Voilà. Et après, on va la tourner à l'aide d'un couteau. Voilà. On va lui donner une forme assez élégante. Voilà. On va la plonger dans l'eau, ici pour enlever l'excès d'amidon. Voilà, une fois qu'on a clarifié le beurre, on va pouvoir le mettre sur notre papier aluminium. On va mettre les pommes de terre l'une sur l'autre. On va refermer. Dans une petite plaque et on met au four à 140 degrés. Alors on va mettre de la crème à 35%, à réduire, avec un petit peu de truffe par-dessus, truffe noire. Un petit peu de sel. Un petit peu d'huile d'olive et du poivre. Là, ça va réduire tout seul. Maintenant, il faut que ça réduise. Que la crème réduise et après, une fois qu'elle est réduite, on va la goûter et après, quand la pomme de terre sera cuite, on va la napper de cette crème. La pomme de terre est cuite pendant 1h30. On va mettre au fond de l'assiette. On va venir napper de notre crème. Et on va disposer la truffe par-dessus. On va mettre un peu de fleur de sel par-dessus. Et un petit peu d'huile d'olive de la maison. Et voilà, poivre. Et le plat est terminé. C'est la spécialité de la maison. La fameuse pomme de terre. L'histoire de ce plat a démarré dans les années 85. On essayait de faire une pomme de terre avec de la morue, avec de la crème. On voulait faire comme une brandade de morue avec de la truffe. On n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait. Et le service allait attaquer à 11h30 midi. Et mon père, il dit oh, est-ce que ça va ou ça va pas? Il goûte et il dit non, ça va pas, c'est pas bon. Le poisson prend le dessus sur la pomme de terre, la truffe passe derrière. Il dit on va simplifier tout ça, on va faire une pomme de terre et on va mettre la crème que vous avez fait réduire à la truffe et on mettra de la truffe par-dessus et on enverra ça et on va voir ce que disent les gens. Et quand il a fait la pomme de terre pour la première fois, les gens étaient tellement surpris de cette simplicité de goût et en même temps ce goût tellement unique qui est la pomme de terre, la crème et la truffe qui font une merveille ensemble. C'est une harmonie gustative. Donc aujourd'hui on va faire
bien sûr une tarte de légumes. Moi je suis fan de légumes et en plus j'ai fait un potager en bas de chez moi, là, en bas du restaurant gastronomique. Donc du coup l'intérêt est de vraiment utiliser ces légumes à toute saison. L'été ce sont des tartes de légumes, l'hiver des tartes de légumes d'hiver. Et donc l'intérêt c'est de vraiment me faire partager la truffe et les légumes ensemble. Alors là aujourd'hui je vous ai préparé une pâte à pâté donc, que j'ai affinée. Bon, pour le plaisir, j'ai fait un petit rebord comme ceci, donc qui va nous servir un petit peu à garnir cette pâte avec mascarpone, chèvre et bien sûr, on va faire mariner des œufs au soja. Le plaisir un petit peu, donc on va d'abord faire des petits trous dessus, juste pour que la pâte ne fasse pas trop de bulles. Il faut cuisiner avec les saisons et ça c'est très important et surtout avec des produits qu'on a autour de soi. Donc là c'est vraiment le cas, la truffe noire du Haut-Pays Varois, les petits légumes du jardin et voilà, on va se faire plaisir avec des choses simples et finalement c'est peut-être là où est-ce que la truffe va se révéler le plus. J'ai fait chauffer ma plaque de cuisson bien au four à 180 degrés, regardez ça. Voilà, je vais faire glisser là. Comme ça. Ouais, vous entendez, ça commence déjà à cuire. Et on y va. Quinzaine de minutes suffiront pour, bien sûr, pour cuire la pâte. Il faut qu'elle soit bien croustillante. Maintenant, on va s'attaquer à la préparation la plus longue. Quand on fait une préparation de cuisine, il est très important de toujours commencer par ce qu'il y a de plus long à faire ou alors les préparations de base. Donc ici, nous avons deux œufs qu'on va bien sûr transformer en jaune. On va les faire clarifier et une fois qu'ils sont clarifiés, eh bien, je vais mettre mes jaunes à confire dans le soja. Voilà le deuxième jaune, hop, on fait attention à qu'il ne se casse pas. Maintenant, on va mettre du soja. Voilà, un petit peu de sirop d'agave pour un petit peu adoucir. Voilà, et on va les laisser mariner comme ça, tout doucement. Voilà, on va les poser, on va les oublier. Alors maintenant, on va s'occuper des légumes. Voilà, bon, les légumes du potager. On va préparer pour cette jolie tarte de légumes. On va effeuiller. On va récupérer le cœur qu'on va couper comme ceci. Regardez comme c'est beau. Ça, on va le faire griller. On va le faire griller comme ça pour l'instant. À la poêle, juste à l'huile d'olive. Le reste, on va les blanchir et les travailler différemment. Alors, un petit peu d'huile d'olive. Hop, dans une poêle, on va les faire griller. Voilà. On va cuire tous les légumes différemment, séparément, ce qui nous permettra d'avoir vraiment des goûts différents. Et finalement, avec 3 légumes, on va faire des goûts différents parce que selon le légume que vous allez travailler et selon la méthode de cuisson que vous y faites, eh bien sûr, chaque légume donnera un goût différent. Ça, on va le faire un petit peu mariner avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron, très longtemps, un peu de soja aussi, légèrement. Ça va nous donner de la texture sur la tarte. En fait, il faut des jeux de texture sur les légumes. C'est hyper important. Donc, huile d'olive et sel. On va bien sûr la refermer en papillote. Et on va la mettre au four pendant que je pense que ma tarte est cuite. Oui, parfait. Regardez, hop, magnifique. Voilà, elle est bien dorée, à point, et ça on met ça au four. Et on continue. Magnifique. Alors, un petit citron pour le plaisir de faire mariner un peu notre chou. Un demi, ça suffit. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, on va mettre un petit peu d'agave, un petit peu de sucre, un peu de douceur. On va vraiment le masser un peu maintenant. Voilà, on va le laisser un petit peu s'assouplir pendant qu'on fait le reste de la préparation. On va commencer à prendre des sommités. On va décrocher délicatement. On va les couper.
Voilà, on va les faire griller un petit peu comme les feuilles de chou là. Déglacer avec le muscat. Maintenant, on va continuer donc avec la betterave. La betterave, donc on va maintenant faire un petit carpaccio avec celle-ci. Elles sont crues. On va les éplucher. Donc là, on met toutes les betteraves comme ça, à plat, afin qu'elles puissent bien sûr s'imbiber et du citron. Le citron, on va les cuire. Ça va les cuire un petit peu et ça va nous les faire mariner. Voilà, joli le citron. Un petit peu de sucre encore aussi, un petit peu de... Moi j'aime bien le sirop d'agave, c'est très bon, c'est très doux. Hop. Ça amène un peu, ça enlève un peu l'amertume de la betterave et le sel bien sûr. Maintenant, on va les laisser poser là. Maintenant, on va faire la même chose. Il y a un petit carpaccio là. Comme ça, on aura utilisé à cru et à cuit. Quand tu as des beaux produits, tu fais de la bonne cuisine. Tu n'as pas de beaux produits, tu ne peux pas faire de la bonne cuisine. Ça n'a rien à voir avec l'homme, ça a à voir avec le produit. Si le produit est mauvais, c'est très compliqué de faire un bon plat. Si le produit est bon, c'est très facile. Normalement, c'est le légume qui parle tout seul. C'est lui qui t'amène à faire la cuisine. Voilà, le citron et l'huile d'olive pour faire mariner un petit peu et un petit peu cuisiner, un petit peu cuire aussi. Là, ça a presque caramélisé dedans. En fait, le muscat est bien sucré, hein. Donc ça va amener de la sucrosité et ça le colore bien comme il faut. Voilà. Je vais le laisser maintenant encore maintenant dans son jus et puis ça devrait être presque bon. C'est légèrement sucré, c'est vraiment très agréable. C'est ça qui est bien avec les légumes, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut regarder, tu vois, il faut bien le faire mariner. C'est pour ça qu'on prend une assiette creuse pour que ce jus qui est au fond vienne presque le laquer. Voilà, un légume, ça peut presque se travailler comme une viande, hein, que ce soit mariné, cuisiné, et ça c'est génial. Hein, on retrouvera tous ces goûts qu'on aime bien. C'est excellent. Regardez ça, cette jolie betterave cuite au four. Voilà, cuite au four, comme ça avec la peau. Ça va avoir des goûts magnifiques. Voilà, magnifique ça. On va la couper en 8. Allez, maintenant qu'on a ces beaux épinards, il ne faut surtout pas les abîmer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ramassé ce matin. Hein. Regardez comme c'est joli. On va pas du tout les abîmer. On va les mettre dans la poêle. J'ai fait juste un peu chauffer la poêle. Hop, je les mets comme ça. Voilà, tu vois, on les a juste fait un petit peu tomber, comme ça, très légèrement. Juste que la fibre se casse un tout petit peu. On les étale, pas besoin de les refroidir. Hein. On les étale bien comme ça sur notre planche. Et voilà, bien, beau travail. Ça restera cette texture un petit peu et on aura aussi du goût. Hein, et ça va le blanchir un peu, ça va enlever l'amertume qu'il pourrait y avoir. Que les côtes ne soient pas trop croquantes. Et voilà. Et maintenant, on va préparer notre farce de mascarpone et chèvre à la truffe noire. On va tailler ce chèvre en gros morceaux, comme ça. Ça adore le chèvre, moi. Hop. Et on va casser un peu ce chèvre avec le mascarpone. Donc on va l'écraser comme ça à la cuillère. Maintenant, on va mettre le mascarpone. À peu près temps pour temps, mascarpone et chèvre. Un peu d'huile d'olive de la maison. Et on va mettre la truffe maintenant dedans. Une truffe noire fraîche, bien sûr. Ouais, ça va le tartiner sur la base de notre tarte. Maintenant, on passe à la phase du montage donc de notre tarte. Donc là, hop, en premier lieu, on va
mettre notre appareil. On va napper ça avec une petite spatule. Maintenant qu'on a tartiné notre petite tarte donc, de légumes, on va faire le montage. Donc le montage va commencer avec les légumes cuits d'abord. Donc on va bien récupérer ces légumes cuits. Là je les roule encore une dernière fois. Et ils sont bien imbibés de ce jus un peu sucré. On va venir délicatement disposer un petit peu partout au fond de la pâte. Voilà. Maintenant on va utiliser bien sûr les petites betteraves cuites au four. On va mettre les petites feuilles de choux un peu enroulées comme ça, là, bien caramélisées, voilà, qui donneront ces goûts de choux marinés au citron. Les betteraves marinées au citron aussi et à l'agave. Voilà, qu'on va venir disposer comme ça, qui vont vraiment pepser en couleur. Ils ont cuit 5-10 minutes maximum, hein. Ça leur a suffi pour cuire. Des petites feuilles d'épinards bien frais du jardin qu'on a juste fait tomber à l'huile d'olive et à l'eau. Donc maintenant il reste à râper la truffe et bien sûr à mettre nos œufs qui ont mariné dans le soja. Avec à l'aide d'une petite cuillère. La truffe fraîche par-dessus. On va venir délicatement disposer sur notre jolie tarte, disposer un peu partout. Ce sera une tarte de légumes de Noël. On appellerait ça la tarte du maraîcher truffé. Voilà, comme ça va venir un petit peu éclater à chaque fois. Voici la tarte du maraîcher amoureux de truffes. Regardez ça, comme c'est joli. Bonjour, donc je suis Monsieur Barrel, maître d'hôtel chez Bruno, au restaurant Bruno. Voilà maintenant 4 ans que j'ai rejoint cette équipe. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Bruno ainsi que Benjamin donc il y a 4 ans. On a passé un petit moment ensemble sur notre terrasse. Nous avons discuté et j'ai quitté la capitale, Paris, pour venir à l'Orgue, donc dans cet établissement qui est un établissement de renom. Aux côtés de Benjamin, donc nous travaillons bien sûr de concert. J'ai travaillé dans quelques établissements parisiens reconnus et connus, et je retrouve cet esprit chaleureux, cet esprit gastronomique dans cet établissement, en partenariat avec Benjamin et Samuel Bruno, donc son frère. Moi je me charge de tout ce qui est relationnel au niveau du client, l'accueil du client, sa prise de commande bien évidemment, la gestion de l'ensemble de l'équipe, des services, et je retransmets les desiderata de l'ensemble de notre clientèle à Benjamin, qui lui-même se charge également de les visiter lors de chaque repas, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Voilà. Et on essaye de conserver l'esprit que M. Bruno a inculqué dans cette maison depuis maintenant 40 ans. Hein. Bien, la maison va bientôt avoir 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est que nous essayons d'avoir cette même convivialité, cette même richesse dans la façon de recevoir, cette même sincérité avec sa cuisine qui est traditionnelle, que Benjamin fait perdurer, mais qu'il arrive à rafraîchir, et c'est ce qui fait justement la force un petit peu de cet établissement, c'est qu'en restant sur la truffe bien évidemment, sur des recettes de son père, il arrive à apporter une certaine modernité qui plaît énormément aujourd'hui à notre clientèle, et c'est ce qui l'a fait venir et revenir bien évidemment. Bonjour, je suis Marc, le sommelier de chez Bruno. Alors, on va présenter un peu des vins de la région. Comme ici, nous avons par exemple un Rimoresque rouge de Pignan, très bon, sur de la Syrah, de la Grenache, vous avez du fruit, qui est très bien. Dans un premier temps. Après, nous pouvons partir très bien sur de Brignoles. Vous avez un domaine
de Cala. Donc vous avez tout un emballage. Vous êtes sur Brignoles, Syrah, Grenache, Carignan. Alors ici, nous allons présenter les vins de Benjamin Bruno. Nous avons donc le rosé de Benjamin Bruno, qui est juste ici, le cuvée des amandiers. Et là, nous avons donc pour présenter le Visan blanc, truffe et confidence, en association donc avec Monsieur Bruno, Benjamin Bruno et l'association Terranea. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un dessert à la truffe, pommes caramélisées, torréfiées des noisettes de piment. Voilà. Ici, nous avons réalisé une crème pâtissière qui sera aromatisée avec de la truffe, du beurre mâle. Ensuite, caramel beurre salé. Et pour la crème, nous allons couper la crème pâtissière avec la crème fouettée. Nous commençons par mettre la crème pâtissière. Mettre la crème fouettée. Aromatiser avec de la truffe hachée. Mélanger délicatement. On va bien chercher le fond, comme ceci. Donc pour le montage, nous allons mettre une boule de crème à la truffe. Ensuite, les grosses pièces, pareil. Nous allons garnir de crème à la truffe. On va mettre les pommes caramélisées. Comme ceci. Ça va apporter de la fraîcheur au dessert. Bien rester dans le centre du moule pour pas avoir des pommes apparentes. Comme ceci. Une noisette de caramel. Voilà, comme ceci. Voilà, les petites noisettes torréfiées de piment pour le croquant. Nous allons recouvrir de crème à la truffe, comme ceci. Refermer avec les biscuits noix, noisettes. Refermer encore en papillote pour réaliser justement la forme de la truffe. Voilà. Donc pour réaliser le flocage, une recette à base de beurre de cacao, de chocolat au lait goût caramel, mélangé avec du charbon végétal pour rester toujours côté naturel. Donc voilà, on a pris le pistolet à peinture pour faire un aspect velours et qui fait ressortir un peu le relief de la truffe. Donc voilà le produit fini. Nous avons posé sur un sablé au pain d'épices avec des brisures de spéculoos. On a représenté vraiment la truffe dans son état naturel. Je m'appelle Damien Golen, j'ai 36 ans. Ça fait actuellement 6 ans que je travaille pour le restaurant Bruno à l'Orgue. Je suis très ravi de faire partie de cette très belle maison. Mon objectif est de réaliser des desserts classiques, truffés bien sûr, comme le Paris-Brest à la noisette, comme la tarte tatin, comme l'île flottante à la truffe, avec une crème anglaise, un caramel beurre salé, qui a fait le grand succès de cette maison et qui est resté vraiment le dessert authentique de cette maison. Donc mes desserts fait partie en gros avec ma collaboration avec forcément Monsieur Benjamin Bruno, qu'on a une très grande complicité. Donc quelquefois lui souvent même il a les idées et moi je produis, donc je crée, donc on est vraiment liés les deux. On arrive à trouver une osmose très proche tous les deux, très familière. Donc bien évidemment, je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec ma petite brigade Amelia France et Jean, une coréenne qui travaille très bien, qui est très raffinée. Donc c'est beaucoup de travail.
pour, malgré des filles qui arrivent à me suivre, à me comprendre, ce qui est très important, et qui sont là pour m'épauler chaque jour et me supporter, bien évidemment. Je suis dans la région lilloise. J'ai fait mes armes à l'âge de 15 ans et demi chez un patron qui travaille en boutique, qui m'a pris sous son aile, qui m'a très bien formé, mis dans la passion du métier. Ensuite, je suis allé faire des saisons, donc comme dans les Pyrénées-Orientales, en Belgique, à Courchevel avec le grand chef Nicolas Salle. Ensuite, je suis allé aussi en restauration dans les palaces avec le chef Pascal Pizot. Et ensuite, je suis resté ici à la maison Bruno, qui me plaît toujours autant et qui c'est vraiment un réel plaisir de venir travailler chaque matin. Bonjour, je me présente, Nicolas Lemat, 38 ans. Je ne suis pas de la région, moi je viens de Paris. J'ai fait toute mon école hôtelière et mes classes sur la capitale. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille au restaurant Bruno. Je suis rentré ici en tant que chef de partie en 2013. Ouais. Et maintenant chef exécutif, le bras droit de Benjamin. Les produits, on cherche l'exception sans intermédiaire. On va travailler par exemple, actuellement on est en plein hiver avec des Saint-Jacques, on va aller les chercher en Normandie, directement sortis du bateau, amenés au restaurant. Donc on a des produits exceptionnels, d'une qualité rare, tout arrive ici vivant, sans intermédiaire, et ça n'a pas de prix. C'est de l'or qu'on reçoit tous les matins au restaurant. On a un débit qui est tel que tous les jours, on reçoit, on travaille et on donne le plus simplement possible, juste en le sublimant avec la truffe. Actuellement, on arrive presque à être autonome avec le potager qu'on a nous au restaurant, à cultiver aussi bien des choux-fleurs, des brocolis, des blettes, ou quand c'est en pleine saison, au mois de juin, juillet, nos tomates et autres légumes, tout en restant de saison, en ayant un produit de qualité qui n'est pas traité, tout est bio et ramassé tous les matins pour donner aux clients le midi et le soir. On prend un autre exemple, le foie gras qui nous vient du sud-ouest, de la société Randignac. Directement, prélever des canards, il n'est pas touché, arrivé au restaurant, on le transforme et on le donne. C'est pas plus compliqué. Simple, bon, efficace. On travaille des produits le plus simplement possible, on les sublime et on les donne aux clients. J'ai la chance ici de travailler donc en une excellente collaboration avec Benjamin. Et autour de moi, actuellement on est 18 collaborateurs qui tous les jours, midi et soir, travaillent main dans la main pour faire plaisir aux clients au final. Travail dur, mais c'est un choix de vie, c'est une passion. On sacrifie une bonne partie de notre vie de famille pour notre métier, mais parce qu'on aime ça et on en redemande. Ouais. On fait un binôme assez exceptionnel avec Benjamin, il me donne ses envies. Je l'ai fait réaliser avec tous mes cuisiniers et puis au final notre travail paye. Le restaurant est complet, midi et soir, toute l'année, tout le temps. On a une très forte demande. Donc quelque part c'est une très belle satisfaction. C'est qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Belle motivation, c'est le résultat qu'on obtient par rapport aux remerciements des clients, par rapport aux chiffres qu'on a tous les jours des réservations. Mais après, il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est assez ingrat. Tous les jours, on recommence. Tous les jours, on recommence à zéro. Tous les jours, on est regardé, pointé du doigt, critiqué. Très belle motivation, c'est de se remettre en question journalièrement, rien lâcher. On est là du matin au soir et ça motive beaucoup. Il ne faut jamais abandonner. Jamais, jamais abandonner. Jamais quitter la cuisine. Jamais baisser les bras. Toujours chercher le mieux de ce qu'on peut faire. Il ne faut jamais oublier non plus que tout seul, on n'arrive à rien. Si je ne suis pas entouré de mes commis, mes apprentis, mes chefs de partie, seconds, et en l'occurrence Benjamin aussi qui m'épaule beaucoup, tout seul je ne fais rien. Avec eux, on réalise de grandes choses, de très belles choses. Ouais. Alors je me présente, moi je suis Benjamin Bruno, chef de cuisine du restaurant Bruno depuis maintenant une dizaine d'années. Mais mon parcours a commencé bien avant, c'est-à-dire que j'ai commencé ma passion premièrement dès l'âge de 10 ans. C'est une vraie passion pour la cuisine, pour les produits, pour tout ce qui va autour de la cuisine, cet art de la gastronomie qui fait toujours rêver bien sûr et qui me fait encore rêver aujourd'hui à 40 ans. J'approche 40 ans et ça me fait toujours rêver parce que finalement la cuisine, on reste toujours dans les yeux d'un apprenti et ça c'est ce qui fait aussi le charme de ce métier.
Donc j'ai commencé à 14 ans, ici, avec mon papa et Dominique Sognac, qui était mon professeur, et qui m'ont appris tous les deux, je dirais, à apprendre déjà premièrement la rigueur, la discipline, l'amour de ce métier. Alors, j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage ici, mouvementé, parce que quand on est jeune comme ça, on veut toujours, faut se canaliser, il faut essayer de faire comprendre que le passionné et que aussi on a envie d'apprendre. Et donc du coup, j'ai fait 2 ans d'apprentissage. À la fin de ces 2 ans d'apprentissage, j'ai passé le concours de meilleur apprenti de France. J'ai été meilleur apprenti de la région, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis après, bien sûr, j'ai fait des sélections. Donc, comme coach, j'avais un excellent professeur qui était Roger Jaloux, le chef de Paul Bocuse, qui lui-même m'a transmis aussi, bien sûr, des recettes qu'il connaissait. Et donc, ça, c'est de fil en aiguille, j'ai appris à comprendre ce métier. Donc, à 18 ans, j'avais envie d'aller à Paris. Donc, pour moi, Paris était la capitale gastronomique. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans les cuisines d'Alain Ducasse, pour moi un des plus grands cuisiniers français. J'ai travaillé auprès de ses équipes. J'ai fait un tour d'abord pour voir un petit peu quel était, je dirais, l'enrichissement de ces restaurants au niveau culinaire. Et après, j'ai fini au Plaza Athénée. Donc j'ai fait le Spoon, le Poincaré, le Lyonnais, et puis je suis allé au Plaza Athénée voir bien sûr où se passait la grande cuisine française et comment ça se préparait. Alors là, bien sûr, j'avais les yeux d'un enfant émerveillé par tout ce que je faisais et tout ce que je voyais. Et avec cette brigade extraordinaire qu'il y avait là-bas, avec Jocelyn qui était le chef de partie au garde-manger, et puis aussi bien sûr Christophe Moret qui menait la barre. Voilà, et j'ai appris les rudiments de la cuisine. Et bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, hein, bien évidemment. Et puis après, je suis redescendu chez moi, dans le sud, parce que le sud me manquait, à peu près presque 2 ans après. Et le sud me manquait, donc j'ai décidé donc d'ouvrir mon propre restaurant. Mais avant d'ouvrir mon restaurant, je suis allé à Monaco travailler pour Marcel Ravin, qui venait d'ouvrir le Monte Carlo Bay Hotel. Et là, c'est Marcel Ravin, un homme talentueux, très, très rigoureux, qui m'a appris aussi d'autres cuisines un peu plus épicées. Et d'ailleurs, j'adore ça, donc c'est toujours resté une empreinte assez importante pour moi, même si aujourd'hui je cuisine la truffe, mais dans mon quotidien, les épices aussi sont importantes. Mais pour moi personnellement, je dirais. Et après, bien sûr, j'ai appris donc avec Marcel Ravin et je suis parti directement ouvrir ma propre affaire à 23 ans, parce que j'avais envie aussi de voler de mes propres ailes. Donc j'ai ouvert un restaurant qui s'appelait le Diamant Noir, rue Beaumont, dans le vieux quartier niçois. J'ai premièrement ouvert une première affaire, et puis après j'ai ouvert une boutique traiteur, parce que j'avais beaucoup de demandes d'événements, de mariages, et du coup j'ai développé une activité traiteur, ainsi que restaurant dans ce bel établissement que j'avais. Et donc je dirais à bout de 8 ans de travail à Nice, en ayant fait le tour un petit peu, mon père était malade, il m'a demandé de rentrer pour lui donner main forte. Et là, je suis revenu bien sûr pour recommencer de la base, parce que je pensais que j'allais être chef, mais pas du tout. Il y avait un chef qui était en place, qui s'appelait Éric Barbe, et qui tenait la maison. Et donc, il m'a montré, avant de pouvoir, bien sûr, que je remonte les échelons, parce qu'il a fallu que je repasse de chef de partie à demi-chef, et après à chef. Mais vous savez, finalement, même tous ces stades-là, ce sont que des stades d'apprentissage. Mais même si on est chef de cuisine, on reste toujours un éternel insatisfait de soi-même, bien sûr, parce qu'on veut toujours le meilleur. Et on demande le meilleur à ses équipes. Donc je suis assez exigeant, et ce qui est normal, et je pense qu'aussi l'exigence fait aussi le résultat du travail bien fait. Donc voilà, j'ai continué mon parcours depuis maintenant 10 ans ici dans cette maison. Bien sûr, c'est pour moi un vrai challenge chaque fois, chaque jour, même jusqu'à là, dès à présent que je vous parle, le service va commencer. Et c'est animé d'émotions, parce que les clients qui arrivent, qui passent la porte, il faut que ce soit magique pour eux. Donc c'est à nous de leur faire vivre une partition tous les soirs différents et tous les midis. Donc mon papa, lui, maintenant, s'est retiré, et avec beaucoup d'humilité, j'essaie de perpétuer cette belle histoire familiale. Alors mes objectifs, ça sera vraiment de conserver les acquis, mais surtout de faire évoluer la maison dans un style bien personnel, avec un peu plus de légumes, de bouillon, des choses comme ça, qui me tiennent plus à cœur, car je préfère les cuisines un peu plus légères, mais j'adore la gourmandise. Donc il ne faut pas perdre la gourmandise, tout
tout en amenant de la légèreté. Et c'est là la difficulté de notre travail, c'est jouer sur un fil entre raffinement, gourmandise et légèreté. Donc je pense que la cuisine, voilà, c'est une passion que j'aurai dans le sang jusqu'à ma mort. Et j'espère que j'ai encore de belles années devant moi. Donc oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer la marque. On a commencé avec Riyad. On a ouvert le restaurant de Riyad il y a quelques mois, qui fonctionne très très bien, avec un très beau public qui est vraiment très réactif et surtout un public qui apprécie les bonnes choses et surtout on leur sert de la truffe fraîche là-bas, donc ils ne connaissent pas trop, donc c'est magnifique. Et donc on va essayer d'évoluer bien sûr sur plusieurs adresses restaurant Bruno dans plusieurs capitales internationales. Donc ça c'est l'objectif de futur, c'est de développer la marque. Tout en gardant bien sûr ici comme cheval, je dirais, de bataille, où est-ce qu'ici on va se concentrer. Moi je reste ici tout le temps, donc c'est vraiment là mon noyau dur. Et après on développe des concepts à côté pour faire bien sûr rêver les gens un petit peu, je dirais, hors de chez nous.